pour maintenir les ressorts, pour les empêcher de bouger. Bon, après avoir fini le guindage, on met une toile forte. La toile forte consiste à recouvrir les ressorts. Alors vous voyez, j'ai cousu les ressorts qui sont en dessous. Après, je passe un fil pour maintenir le crin que je vais mettre maintenant. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, j'ai été à l'école à l'IFOL, dans un centre d'apprentissage. Et bon, je suis arrivée, j'ai appris à travailler la mousse. Bon, je ne connaissais pas très bien ce métier-là, donc j'ai travaillé la mousse, j'ai vu à peu près ce que ça donnait. Et à côté de notre atelier, il y avait des gens qui travaillaient le traditionnel. Et le traditionnel est beaucoup plus passionnant que la mousse. En fin de compte, il y a quelque chose de plus vrai, de plus chaud, de plus... Alors, j'ai redemandé de refaire un autre stage, cette fois-ci en traditionnel. Bon, après avoir mis le crin animal, je mets une toile blanche pour finir le travail. Ensuite, je mets ma ouate. Alors, la ouate, ça consiste à adoucir un peu plus le siège et en même temps, pour empêcher l'usure du tissu blanc et du tissu final. Le tissu final, c'est une couverture. Alors, c'est pour empêcher d'user la couverture plus vite. Et voilà. Et après, je pose ma couverture. Je pointe, comme j'ai fait là. Et après, je pose des clous. Oui, la première chose, lorsque je vois un fauteuil, je mets ma main sur le siège pour voir si c'est de la mousse ou des ressorts. Et pour être sûr, je tape sous le siège. C'est vrai, je fais ça chaque fois. Partout où je vais, je fais ça. Dans les musées, je suis allée dans les musées. J'avais vu des sièges. J'ai mis la main sur presque tous les sièges pour voir si c'était du traditionnel ou de l'industriel. Et oui, plus qu'une profession, c'est une véritable passion. En tout cas, vous l'avez vu, Francine Thirion a l'air très épanouie. Avec nous, Marie-Thérèse Leroy, habitante d'Héronville. Vous êtes passionnée, vous, de généalogie. Vous avez fait également des recherches. Oui, tout à fait, oui. Quelles étaient les professions exercées par vos ancêtres, par exemple? Eh bien, écoutez, je retrouve essentiellement des carriers, charpentiers, menuisiers, entre autres des tisserands. Donc directement en rapport avec cultivateurs aussi, bien sûr. De tapissier. Oui. Comment vous êtes venu à cette passion? Eh bien, écoutez, parce que j'avais des archives familiales qui dataient de 1770, quelque chose comme ça. Donc, ça m'a donné goût à rechercher un petit peu qui étaient tous ces ancêtres-là. On dit que c'est très compliqué quand même pour faire des recherches. Oui, c'est compliqué. Disons que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de persévérance. Quelle est la première démarche à faire, par exemple? Déjà, il faut aller aux archives? La première démarche à faire, c'est de récupérer tous les documents personnels de la famille et ensuite aller aux archives départementales ou dans la mairie. Vous avez fait d'étranges découvertes? Pas vraiment, non, mais quand même assez intéressantes. C'est important de savoir d'où l'on vient? Oui, je pense, oui. Oui, c'est notre patrimoine en quelque sorte aussi, oui. Vous avez établi votre arbre généalogique? Le mien directement, non, celui de mes grands-parents, dans la mesure où j'ai retrouvé quand même des renseignements. Donnez-vous des cours de généalogie pour les habitants du village. Je crois qu'il y a un projet. La mairie vous sollicite grandement pour organiser un week-end entièrement axé sur la généalogie. Pourquoi pas, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas assez de compétences quand même. Vous avez pris des conseils à droite à gauche? Oui, bien sûr, entre autres, monsieur Jean-François Henry qui est ici, monsieur Louis Bestel de Rieux-Nonain. On vous imagine un petit peu comme Sherlock Holmes. Vous avez une loupe pour déchiffrer les parchemins? Pas tout à fait, mais de temps en temps, oui, il faut quand même. Vous avez un matériel particulier? Non, pas du tout, non. Bien, après les traditions d'autrefois, moi je vous propose de donner la parole à un chasseur qu'on a déjà rencontré. Oui. C'est un gourmet également, qui connaît bien les restaurants d'ici. C'est votre voisin, je crois. Ah oui, c'est mon voisin, tout à fait. Mon voisin de jardin.
Vous entendez bien? Ouais, tout à Oui, fait, sans tout à fait, problème. oui. Pas de risque alors. Non, Daniel non. Charpentier, secrétaire trésorier de la Société communale de chasse. Vous êtes venu accompagné d'ailleurs de supporters. Avec toutes ces forêts ici, la chasse est incontournable. Eh bien, la chasse, c'est très très bien. C'est déjà un sport avant tout. La chasse, c'est la nature. On est une bonne équipe de 24 chasseurs qui aimons la nature déjà en premier lieu. Vous revendiquez Et puis- ce terme, c'est un sport. Ce n'est pas une activité ni un loisir, c'est un sport. Pour quelle raison? Vous tenez absolument à appuyer sur ce Oui, mot. pour la raison toute simple que lorsque vous promenez comme ça dans la forêt, vous avez toujours quelques kilomètres à faire pour aller vous mettre en place, généralement en silence, et puis ensuite d'observer un petit peu toute la vie du gibier, comment il peut opérer pour être parfois plus malin que lui, quoi. Finalement, votre centre d'intérêt premier, c'est d'abord la nature. Oui, exactement. L'acte de chasser est secondaire. Oui, et puis de se retrouver entre copains. C'est la troisième mi-temps. Un petit peu quand même, un petit peu. La particularité d'une société de chasse communale, c'est qu'elle est abordable. Finalement, les habitants peuvent venir chasser sans trop dépenser. Exactement, exactement. Sans trop dépenser grâce à diverses activités que quelques volontaires mènent quand même de main de maître pour arriver à récolter un petit peu de fonds, genre méchoui, tombola. Et puis voilà, tout se passe bien, quoi. Le gibier le plus à la mode en ce moment, si j'ose dire, le plus en vue, en tout cas dans les prairies et dans la forêt, c'est le sanglier. Le sanglier qui est apparu déjà depuis quelques années, alors que si on remonte une vingtaine d'années en arrière, à Héronville par exemple, on tuait un sanglier tous les 2 ou 3 ans. À l'heure actuelle, on a une attribution de tir d'environ une quinzaine de sangliers. Chez nos amis ardennais, on a par exemple retrouvé des sangliers gigantesques, plusieurs centaines de kilos. Des spécimens comme ceux-ci existent en forêt d'Héronville? Disons, il peut en exister, mais s'il en existe un, par exemple, dans la région, il est connu un petit peu de tout le monde. Jusque-là, ça ne nous est pas encore arrivé d'en trouver un de cette taille-là. Avant d'aller vous promener dans la nature, quel était votre métier, monsieur? Je rappelle que vous êtes retraité. Eh bien, je travaillais à la société Héronville SA. Alors, je vais vous présenter un reportage qui va fortement vous intéresser. Nous allons maintenant découvrir cette entreprise, Héronville SA, le principal employeur du secteur. Et sachez que les premières bases ont été jetées dès le XVIe siècle, à l'époque des forges. Et aujourd'hui, Héronville SA a même travaillé pour le Stade de France, ce gigantesque chantier. Héronville est surtout connu pour son acier. La sidérurgie, la métallurgie ont toujours été présentes dans l'histoire de la vallée. Héronville SA est la nouvelle appellation depuis 1989 des forges d'Héronville. L'activité des forges, d'après ce que l'on connaît, c'est la découverte au Bouches-en-Sursault de scories datant aux environs de 1100 de la présence d'une forge volante. Une forge volante était un trou que l'on creusait à même le sol, enduit d'argile et dans lequel on déversait du minerai